Je vais aller voir dans le champ qui est derrière là. Ouais. On va pouvoir se faire une prospection. Ouais. Il y a du matos en surface, ce sera intéressant d'échanger. Voilà, donc j'ai injecté un petit courant dans le sol et puis j'ai mesuré la différence de potentiel que le courant générait. Ce qui fait que pour le coup, ça permettait de pouvoir avoir la résistance électrique du terrain. Oui, Et voilà. Et donc quand on est sur des zones qui sont très empierrées ou des remontées calcaires, etc., le courant a du mal à passer et donc on va avoir un signal qui va avoir tendance à, on va avoir une résistance qui va avoir tendance à monter. Et c'est ce qui est traduit en couleur claire là sur la cartographie. Inversement, dans des endroits qui sont plutôt limoneuses, qui vont avoir tendance à capter du sédiment ou des zones argileuses par exemple, on va plutôt avoir une valeur très basse parce que le courant va passer très très bien, donc une résistance très faible. Et là c'est figuré dans les zones qui sont un petit peu sombres comme ici. Voilà. Et donc en fin de compte, par l'analyse de la cartographie, on peut voir justement ce qu'il y a des structures anthropiques ou pas. Et en fait, donc l'idée c'est d'essayer de retrouver la structure de l'enceinte qui a été observée donc en photographie aérienne, de la retrouver en géophysique. Alors l'avantage de la géophysique par rapport à la photographie aérienne, c'est que la photographie aérienne, elle va donner une information, mais à un temps T, ça va dépendre un petit peu de la culture, ça va dépendre des conditions météo et des conditions de terrain. Là, la prospection géophysique, théoriquement, c'est relativement stable, on peut intervenir à n'importe quel moment de l'année, on doit pouvoir sortir ce type d'information. Ouais, mais en fait, c'est pas. En France, ce sont des méthodes qu'on utilise relativement peu. En fait. Celle-ci? Oui. Ah oui. Ça commence à arriver, mais non, c'est pas nouveau. Mais c'est pas entré dans la tête des archéologues. J'ai un travail d'imagerie, type imagerie médicale, parce que pendant très longtemps, les archéologues pensaient que la géophysique allait remplacer leur travail. Parce que de fait, on peut sortir des plans comme ça de manière assez simple, sans ouvrir le terrain. Donc on peut avoir des autorisations plus facilement ou ce genre de choses. Mais simplement, on ne peut pas avoir de datation. On ne peut pas dire grand chose. Nous, on va mesurer tout ce qu'il y a dans le terrain. Qu'est-ce qu'on va faire si on va envoyer un signal, comme un signal acoustique en fin de compte. C'est un signal électrique. Et puis après, on analyse la réponse du sol. Vous allez jusqu'à quelle profondeur? Là, avec ce dispositif, je vais jusqu'à 2 mètres. En fait, je fais 2 cartographies en même temps. Je fais des cartographies à 1 mètre. Parce qu'il faut savoir que la profondeur d'investigation en fait, correspond à l'écartement des électrodes. Je vais à chaque fois que je me déplace, je vais interroger les 2 électrodes externes. Donc je vais mesurer la résistivité vraiment du sol. Comment est-ce qu'avec les données, on va essayer les données brutes que lui est en train de récupérer, comment est-ce qu'on va faire pour sortir l'information archéologique que les archéologues vont pouvoir exploiter. Alors, ce que je peux faire, c'est je vais reprendre la mesure. Oui, allez-y, faites comme si j'étais pas là. Moi, je suis plutôt en train de rechercher de la structure anthropique qui est présente ici. D'accord. Donc, on estime que c'est certainement une enceinte néolithique. Donc, l'enceinte, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est une zone avec des fossés, entourés de fossés. Généralement, les fossés ont été excavés pour faire des levées de terre. Oui. Voilà, donc globalement. Et moi, ce que je vais voir justement les fossés qui se sont remplis d'un sédiment un peu différent de l'encaissant. En fait. Avec ce type d'appareil, on peut par exemple cartographier l'emprise d'un site. Ça se passe ici, là on comprend ce qui se passe, là on ne comprend pas et tout. Et après, c'est à l'archéologue de dire, tiens, je vais ouvrir dans les zones. Je ne vais pas ouvrir dans les zones qu'on comprend, je vais ouvrir dans les zones qu'on ne comprend pas pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la zone a disparu suite à une destruction quelconque, ou est-ce qu'elle est masquée par du limon par exemple, auquel cas la géophysique ne peut pas la voir. Donc voilà, disons que ça pose des questions, mais c'est le genre de questions que l'archéologue va se poser sur la base de la prospection géophysique pour orienter ses ouvertures avec des questions très précises. Plutôt que d'ouvrir en disant on va voir ce qui se passe, là on a au moins des questions qui sont un petit peu orientées. Mais en fin de compte, avec Cynthia, on est dans le même laboratoire de recherche. Le laboratoire, c'est encore une couche qu'on rajoute par-dessus. On va mettre des gens d'origines différentes qui vont travailler sur les mêmes thématiques. Et dans ce laboratoire-là, il y a des programmes qui jouent, où justement, là c'est le cas. Ça permet d'éviter d'avoir des organismes qui fonctionnent de manière trop étanche les uns avec les autres.
Et puis on se retrouve non pas en fonction de notre organisme, mais plutôt de notre intérêt. Je pense qu'en fait il faut coupler les points de vue, pouvoir échanger comme ça et mettre des idées. Et donc il y a une photo de 65 où on voit une grosse tache ici qui ressemble furieusement à une enceinte. Ce qui nous intéresse, c'est le côté l'implantation néolithique. On sait qu'il y a d'autres sites de la même époque dans la vallée. Donc l'idée c'est de comprendre un peu l'occupation de cette vallée. Je mets à peu près 2h30, 3 heures pour faire un quart d'hectare. Et puis après il faudra qu'on voit ce que l'on fait si on poursuit vers le nord ou si on ne se concentre pas plus à l'intérieur avec un maillage un petit peu différent, des réglages un petit peu différents de l'appareil. Mon poste, c'est pas d'être archéologue de terrain, ça c'est vrai. Mais à la base, je suis archéologue et on me demande de toute façon de faire de la recherche. Ah, ouais. On me le demande. Vous avez trouvé un objet là, un silex? Oui. Ça, c'est un silex, mais qui a été brûlé. Voilà, Donc, probablement un outil, il a dû être taillé, mais bon, tellement abîmé que c'est compliqué de. Mais par contre, on voit qu'il a été brûlé. Vous voyez, toutes ces fracturations, déjà la couleur a changé, c'est très blanc et il s'est fracturé. Vous voyez, toutes ces petites. Donc ça, c'est un silex qui a brûlé. Donc il n'a pas brûlé tout seul. C'est lié à une activité humaine. Ou pour faire la céramique, on ajoute dans l'argile ce qu'on appelle un dégraissant. Et pendant une période du néolithique, le dégraissant qu'on ajoutait, c'était du silex brûlé et ensuite pilé. Donc pourquoi pas. Mais aussi tout simplement quand ils faisaient leur foyer, des pierres chauffées, etc. Donc ça chauffe et ça éclate. Et ça, pour le coup, je l'ai trouvé juste à côté. Ça, c'est un silex qui a été taillé. Ce qu'on appelle les négatifs d'éclat. Ouais. D'accord. C'est une petite tablette, ce qu'on avait appelé une tablette d'avisage. Donc vous voyez pourquoi on veut aussi ouvrir et retrouver ici ces deux objets. Oui. Et je pense qu'ils viennent effectivement du creusement qui a été fait par les animaux. Donc. J'aurais compris, si c'est une entrée, j'aurais compris en fait qu'on ait les mêmes niveaux ici et là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça qui me perturbe en fait. Des outils prismatiques en grès, et puis on a des petites pointes de flèches. Et tu vois, par exemple, des microlithes, tu as des choses encore plus petites. Je te montre. Ce genre de petites lamelles, ça venait se mettre comme ça, le long du morceau de bois, et comme ça faisait une zone extrêmement tranchante sur l'arête du bois. Et on pouvait avoir ce genre de pointe qui pouvait être enchâssée également sur le côté. Il faisait une fente dans le bois. Voilà, et puis mettait une colle, hein, et ça te créait des barbelures. Pour blesser les animaux, les tuer. C'est ça. Donc ça, c'est un fragment d'un poignard qui a été fabriqué sur une grande lame qui provient du Grand Pressigny. C'est un site qui est dans l'Indre ou l'Indre-et-Loire, je crois. Et ça, c'est de la fin du néolithique. On voit bien toutes les retouches, hein. Donc il était brisé en deux. Et en fait, le but, c'était de créer une plaie importante sur l'animal. Parce que bon, quand tu chasses un cerf ou un sanglier, avec une flèche, tu ne le tues pas du premier coup. Donc l'important, c'était de l'épuiser, de le faire saigner. Ça, c'est un fragment de polissoir pour les haches. Et donc on venait polir la hache sur ce polissoir. Alors il faut l'imaginer plus grand. Et puis avec des mouvements de va-et-vient comme ça, avec de l'eau. Hein. Céramique néolithique. Ces traces-là. Voilà. Alors ça, c'est des décors digités. On voit bien l'ongle de la personne, tac, qui a fait comme ça. Ça, on est plutôt sur de l'âge du bronze. Alors, ces morceaux de céramique, ils datent de quelle époque à peu près? C'est du néolithique. Néolithique. Voilà. Et là, on a une pièce assez exceptionnelle. C'est la base d'une statuette en céramique. C'est cette partie-là. Donc là, on a la base. Et ensuite, ça remonte un petit peu comme ça. Voilà, on va peut-être avoir une forme un peu comme ça. Et puis là, on va avoir une poitrine. Et puis souvent, on a un petit décor comme ça. On a un personnage stylisé.
c'est que lié à des projets. Donc là, c'est un projet quand même. Ça, c'est un projet. Ouais, beaucoup de mobilier, mais on est dans la couche de la bourre. Voilà, une trouvaille. Alors, bah ça c'est un nucléus. Hein. Voilà. Ça c'est le reste d'un petit bloc sur lequel ils ont enlevé des éclats. Ah oui. Et ensuite les éclats étaient utilisés pour fabriquer des outils. Ok. Donc ça c'est le reste. Ah ouais. Bah, voilà, on a les négatifs hein, comme ça, des enlèvements. Et là, c'est la face supérieure où on voit les anciens enlèvements précédents qui ont été faits. Bon, tu vois, bah, c'est un petit D'accord. éclat laminaire hein, plutôt. Alors c'est une ébauche de hache. Oh oui, ça tout l'air, c'est encore du travail. Pour le matos, qu'est-ce qu'on fait? On va faire par face. Là, on va boucler. C'est vous qui travaillez. Bord de vase. Ouais. Bah voilà, faut pas que je bouge, mais. Parfait. Et ici, c'est là où ils sont venus enlever des... Et puis tu vois, à un moment donné, tout est écrasé là, tout est abîmé, donc ils peuvent plus refaire des enlèvements. Donc ils sont venus taper là, ils ont enlevé le rebord du plan de frappe pour en avoir un neuf et repartir sur quelque chose de propre. Ces disques seraient de la cuisson des galettes. Il y en a qu'on retrouve, ils ont des... On descend ici. Allez. C'était un petit peu plus gros que prévu. Et là, j'ai toutes mes coordonnées, mes aides qui apparaissent. Voilà. Génial. Je vais lui donner le nom qui correspond au nom du fait qu'on lui a donné. Le fait 21, c'est tout le niveau de sol qui est là. Point et le numéro d'objet, 15. Voilà, je valide. Et là, maintenant, ça va être la prise des coordonnées GPS. Donc, je fais d'abord la mise à niveau avec la petite bulle qui est là. Et quand c'est bon, je lance. Donc là, il me prend une série de points. J'en prends plusieurs de façon à ce qu'après, il va me faire une moyenne qui sera la plus précise possible de la coordonnée. Alors là, on a un petit de différents blocs et qui sont brûlés. C'est brûlé. Toutes les pierres là qu'on voit, elles sont toutes brûlées. Donc on voit parce qu'elles sont rougies, qu'il y a des cupules de chauffe. Il y a des blocs de silex aussi. On a du silex taillé là, ici. On a quand même beaucoup de silex taillé. Et donc voilà, c'est pour ça que là on fouille et je pense que ça va en continuité ce qu'on a fouillé à côté, vous voyez. C'est un lieu de vie. Probablement, ouais. On ne sait pas encore. Là c'est trop tôt encore pour interpréter. Ah mais, oui, ça va dans le... Dans Ouais. cette... Oui.
On va passer à la postérité, là. Chaque objet ensuite est rentré dans une base de données. On rentre tout simplement là dans un tableau Excel. Toutes les données qu'on saisit seront exportées dans une autre base de données. Ça va pouvoir être celle du CRAM, mais ça va pouvoir très bien être aussi celle du SRA, sans aucun souci. On saisit les données concernant l'objet, donc évidemment, il vient, Saint-Germain-de-la-Grange, le lieu-dit, le chêne. On va préciser du coup ici le numéro de l'opération. Donc avec ce numéro, on pourra savoir que c'était les sondages qui ont été réalisés en 2021. Même si on fait cette recherche dans 30 ans, on pourra très facilement retrouver cette information-là. Le numéro du sondage, d'où il provient, sondage 4, le fait numéro 16, et c'est l'objet, pour le coup, 482. Ah, ça va être un enregistrement par lot. Donc sachant qu'ici, vous voyez, il y a du silex, mais il y a aussi de la céramique. Il y aura un lot de faits pour le silex et un lot pour la céramique. On enregistre, voilà, on va inventorier le mobilier en fonction de la matière. Et de même, si je retrouve dans ce lot-là un objet particulier, intéressant, que ce soit au niveau technologique ou parce que c'est un outil, pareil, je lui donnerai un numéro particulier parce que voilà, il y a un intérêt et il pourrait être utile pour les recherches et la compréhension du site. Si les silex et puis la terre cuite sont dans le même sachet, c'est qu'ils ont été trouvés au même endroit. C'est pour ça. Initialement, c'est pour ça que l'on les a dans le même sachet. C'est parce qu'ils ont été retrouvés en même temps, au même endroit. Donc on les a lavés, là on les a laissés ensemble, parce que pour garder toujours cette idée de place sur le terrain. Donc de retour de terrain, il a fallu commencer d'abord par laver le mobilier, donc tout le mobilier qu'on avait collecté, soit plusieurs objets dans un sac, ou alors on avait aussi collecté un objet par sac, exactement la localisation de l'objet, en X, Y et en Z. Donc là, c'est ce qu'on a là. Et chaque objet a été lavé et mis à sécher de façon à ce qu'on retrouve toujours sa localisation. Ce sont des lots d'objets qu'on avait mis dans un sac parce qu'il n'était pas pertinent de collecter objet par objet avec sa localisation précise. On a quand même, on sait quand même que celui-ci vient du sondage 4, du fait numéro 6. L'étape suivante, ça va être de reconditionner ce mobilier. Quand le mobilier se trouve dans des sachets très sales, ben voilà, on voit très bien là. Ce jour-là, il a plu. Quand on a travaillé, ce jour-là, il faisait beau. Donc les sacs qu'on peut réutiliser, on les réutilise évidemment. Ceux-là, il faudra les changer pour le conditionnement pérenne. Cependant, les sacs, on ne va pas les jeter dans un souci environnemental. On va barrer, on pourra les réutiliser l'année prochaine dans le cadre d'une autre opération. L'étape suivante, donc le reconditionnement, on prend un sac. Si nécessaire, on prend un objet. Si nécessaire, on remet un autre sac. Si c'est le cas, il faut reporter toutes les informations de l'ancien sac pour toujours garder l'information de l'objet. Un objet qui perd son information ne sert plus à rien. En même temps, on va lui donner ici son identifiant unique, c'est-à-dire le numéro qui permettra de toujours le retrouver dans notre base de données. Là, en l'occurrence, on se sert de référencements différents, à la fois la numérotation utilisée par l'association, par le CRAM, parce qu'il y a déjà un inventaire, et aussi en parallèle, la numérotation mise en place par le protocole régional est un peu différent. On va faire les deux en même temps de façon à ce que ce mobilier puisse être aussi consulté au niveau régional et être utilisé peut-être dans d'autres recherches. C'est l'inventaire, c'est l'étude. Donc là, on va pouvoir commencer, s'il faut, à les répartir dans des sacs différents, mais toujours en gardant leur localisation. Après les sacs, vous en faites quoi ? On met les sacs dans une caisse, la caisse 317. Le chercheur qui voudra étudier l'industrie lithique de ce site, il ira chercher la caisse 317 et il saura déjà qu'il y a tout fait, le silex du fait 10. Là, en l'occurrence, vous voyez, c'est que du fait 10. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est 14e. C'est 14e siècle. Oui. Là, par exemple, c'est un alliage cuivreux. Ah, c'est médiéval ? Oui.
Et c'était trouvé avec les silex. Et oui, dans les terres végétales. C'est un élément qu'on avait prélevé sur le terrain. On avait tout de suite remarqué, c'est un plat à pain, donc c'est de la céramique qu'on retrouve au néolithique moyen 2, donc qui nous aide énormément à dater notre site. C'était, si vous voulez, un disque en terre cuite plat. Là, c'est toute la surface brûlée, mais c'était un nucléus, donc il est plus entier, mais probablement nucléus mésolithique. Donc c'est ce qui reste du rognon de silex d'où on extrait des lames, des petites lamelles. Voilà. Ah oui, il y a aussi le fait que c'est